Donc, on va continuer la deuxième partie de notre cours. Alors, on va continuer avec la nature et naissance des messages nerveux. L'excitabilité des neurones et des cellules musculaires est liée à une polarité électrique entre l'extérieur et l'intérieur des cellules, appelée potentiel de repos. Potentiel membranaire du nerf ou fibre nerveuse à l'état de repos, mise en évidence du potentiel de repos du neurone. Alors l'expérience suivante montre, en absence de toute excitation, on réalise les deux expériences suivantes. Au début, on place les deux microélectrodes R1 et R2 à la micromanipulation à la surface d'un axone géant de Kalmar. On observe sur l'écran la ligne OA représentée sur l'enregistrement. Au temps T1, on introduit progressivement la microélectrode R1 à l'intérieur de l'axone, R2 reste à la surface, on obtient la partie ABC représentée sur le même enregistrement. Donc, comme vous voyez, en premier lieu, on a eu la partie OA, donc c'était à moins, c'est à 0 millivolts. AB, on descend à moins 70 millivolts, qui va rester constante pendant la phase BC. Alors l'oscilloscope donc enregistre une différence de potentiel qu'on va appeler toujours DDP de moins 70 millivolts due à une polarisation du neurone. Sa surface porte des charges positives, son intérieur des charges négatives, comme c'est montré sur le schéma. Origine du potentiel de repos. Les charges électriques sont dues aux ions des milieux intra- et extracellulaires, comparant les concentrations des ions dans les deux milieux. Si on voit le tableau, on a les concentrations en millimoles par litre, milieu extracellulaire, intracellulaire. Par exemple, pour le sodium, pour le milieu extracellulaire, 150 millimoles par litre, par contre, uniquement 15 millimoles par litre à l'intérieur. Inversement pour le potassium, 5 millimoles par litre à l'extérieur, on dépend de 150 millimoles par litre à l'intérieur. Le chlore, 120 millimoles par litre à l'extérieur, uniquement 10 millimoles par litre à l'intérieur. Et d'autres anions, de grands anions, 0,2 millimoles par litre à l'extérieur, par contre 100 millimoles par litre à l'intérieur. Donc la répartition des ions sodium-potassium est inégale de part et d'autre de la membrane du neurone. Donc, on peut proposer que le potentiel de repos est dû à la résultante de différences de concentration entre ions, entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane cellulaire. Pour mettre en évidence ce mécanisme, on propose d'étudier les résultats de l'expérience suivante. Alors, si vous voyez le schéma en même temps, alors un axone fermé de deux extrémités est placé dans un liquide Ringer riche en sodium radioactif pour qu'on puisse voir. Au bout de quelques minutes, le cytoplasme de l'axone devient radioactif. Après, on transporte cet axone dans un milieu contenant du liquide Ringer avec du sodium non radioactif. Au bout d'un certain temps, le milieu est devenu radioactif. Donc, on conclut que la membrane de l'axone permet la diffusion des ions sodium dans les deux sens. Donc la répartition ionique inégale est expliquée par une perméabilité de la membrane vis-à-vis des ions Na+ et K+, à travers les canaux protéiques qui laissent entrer les ions sodium et sortir les ions potassium selon leur gradient de concentration. La perméabilité de la membrane aux ions sodium et potassium est due à deux types de transport. Le transport passif, grâce à la présence de canaux protéiques membranaires, toujours ouverts, appelés canaux de fuite. Ces canaux sont traversés passivement par les ions sodium et potassium selon le gradient de concentration, comme on a vu pour la diffusion simple ou libre. Transport actif, grâce à un autre type de protéine, il s'agit d'une enzyme PAMP qui assure le transport des ions Na+ et K+, contre leur gradient de concentration. Elle capte les ions Na+,
situées à l'intérieur et les expulse vers l'extérieur. De même, elle prend les ions potassium de l'extérieur et les ramène à l'intérieur. Ce transport nécessite de l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP, notre molécule d'énergie, réalisée par cette enzyme PAMP, qu'on va qualifier de PAMP NAK ATPase. Maintenant, pour le potentiel d'action. Mise en évidence de ce potentiel, alors une expérience sur une fibre nerveuse isolée, on place 2 électrodes excitatrices et 2 électrodes réceptrices. Liées à un galvanomètre, on applique une excitation efficace et on poursuit l'évolution de l'aiguille du galvanomètre. Les résultats montrent, comme vous voyez pour le premier schéma, l'excitation est loin encore du galvanomètre. Donc l'aiguille ne marque aucune DDP, différence de potentiel. Les 2 électrodes réceptrices sont positives. Lorsque l'aiguille du l'onde d'excitation parvient à la première électrode réceptrice, l'aiguille du galvanomètre marque une DDP de la première électrode réceptrice qui devient négative. Une fois qu'il dépasse cette électrode réceptrice, l'aiguille du galvanomètre redevient à la normale, donc elle ne marque aucune DDP. La première électrode réceptrice est redevenue positive. Une fois l'onde arrivée à la deuxième électrode réceptrice, l'aiguille du galvanomètre marque une DDP de la deuxième électrode réceptrice et qui est devenue négative. Également, une fois que ça se termine, l'onde dépasse, donc l'aiguille du galvanomètre ne va pas marquer encore une fois une DDP, donc la deuxième électrode réceptrice est redevenue positive. On obtient donc l'enregistrement suivant appelé potentiel d'action diphasique, parce qu'il y en a 2 phases, et c'est dû à la présence de 2 électrodes. Alors en 1, on a l'artefact de stimulation, on l'obtient toujours, une dépolarisation de la première électrode réceptrice, puis une repolarisation de la première électrode réceptrice, on revient à la normale, une dépolarisation de la deuxième électrode réceptrice, puis une repolarisation de la deuxième électrode réceptrice. Pour l'expliquer, comme vous voyez sur le schéma, donc l'onde va passer dans le sens de l'excitation vers récepteur 1 et 2. Donc, avant d'arriver à l'électrode réceptrice R1, on marque uniquement l'artefact de stimulation. Une fois arrivé pour la phase 2 au niveau de l'électrode R1, donc on remarque l'augmentation, donc c'est la dépolarisation. Lorsque ça dépasse, donc on aura la repolarisation. L'onde arrivant à l'électrode réceptrice R2, on marque une diminution du schéma, donc de la courbe, donc une dépolarisation dans l'autre sens, donc par toujours les plaques horizontales. Et une fois que ça se dépasse, on retourne à la normale. Si l'enregistrement est fait par une seule électrode réceptrice, on obtient un potentiel d'action monophasique. Alors également, comme vous voyez, on a toujours l'artefact de stimulation, on a un temps de latence, on a une dépolarisation, on va prouver que c'est dû à l'entrée du sodium, puis une repolarisation due à la sortie du potassium, une hyperpolarisation et un retour à la normale. Alors le schéma suivant montre l'interprétation ionique du potentiel d'action. Au cours du potentiel d'action, on constate une variation de la perméabilité de la membrane aux ions sodium et potassium, comme le montre le document suivant. Donc, au début, on avait un potentiel de repos de moins 70 millivolts. Une fois stimulé, on a l'artefact de stimulation, un temps de latence, puis on marque le potentiel d'action. Donc la montée qui va être simultanée à l'augmentation de la perméabilité du sodium. Par la suite, on aura la diminution du taux du sodium et une augmentation de la perméabilité du potassium, ce qui va assurer la repolarisation. Et cette perméabilité au potassium continue un petit peu après, ce qui va expliquer l'hyperpolarisation. Après, c'est le retour à la normale.
Alors, pour expliquer tout ça, au cours du potentiel d'action, l'entrée et la sortie des ions Na+, K+, s'effectuent à travers des canaux dont l'ouverture dépend d'un niveau précis de potentiel de la membrane. Ce sont des canaux ioniques voltage dépendants. Ces canaux sont fermés au repos. La dépolarisation. Les canaux sodium s'ouvrent lorsque le potentiel de la membrane atteint une valeur seuil de moins 50 mV et il y a entrée massive et brusque du sodium. À la repolarisation, les canaux potassiques s'ouvrent lorsque le potentiel de la membrane atteint une valeur seuil de plus 30 mV. Il y a sortie du potassium, les canaux sodium se ferment. À l'hyperpolarisation, comme c'est montré toujours dans le schéma, les canaux sodiques fermés, les canaux potassiques ouverts, la sortie de potassium continue même après la repolarisation, d'où une légère hyperpolarisation, puis fermeture des canaux potassium. La pompe Na+, K+, ramène la membrane au potentiel de repos. Maintenant, pour les propriétés du nerf et de la fibre nerveuse. Propriétés en relation avec l'excitabilité du nerf et de la fibre nerveuse. Réponse du nerf à des excitations isolées d'intensité croissante et de durée fixe. On applique à un nerf des excitations à intensité croissante de I1 à I5, les résultats obtenus représentés par l'enregistrement suivant. Donc, interprétation de ces résultats. I1 ne produit que l'artefact de stimulation. C'est une excitation inefficace. Son intensité est inférieure à la rhéobase, le seuil d'excitation. De I2 à I4, l'augmentation de l'intensité de l'excitation provoque une augmentation de l'amplitude du potentiel d'action. Ce phénomène caractéristique du nerf est appelé la loi de recrutement. Elle est due à la structure du nerf formée de plusieurs fibres nerveuses. Ainsi, plus l'intensité de l'excitation augmente, plus le nombre de fibres nerveuses excitées est important et plus l'amplitude du potentiel d'action augmente. Après I4, bien que l'intensité d'excitation augmente, on enregistre un potentiel d'action d'amplitude constante maximale, car toutes les fibres nerveuses constitutives du nerf sont excitées. Donc, on remarque qu'il y a une caractéristique importante, c'est la loi de recrutement. En ce qui concerne la fibre nerveuse, donc réponse de la fibre à des excitations isolées d'intensité croissante et de durée fixe. On applique à une fibre nerveuse isolée des excitations à intensité croissante de I1 à I5. Les résultats obtenus sont représentés par l'enregistrement suivant. Interprétation. I1 toujours ne produit que l'artefact de stimulation. C'est une excitation inefficace. Son intensité est inférieure à la rhéobase. De I2 à I5, bien que l'intensité de l'excitation augmente, on enregistre un potentiel d'action d'amplitude constante. La fibre nerveuse est donc soit excitable si l'intensité de l'excitation est supérieure ou égale au seuil de l'excitation, soit inexcitable si l'intensité de l'excitation est inférieure ou égale au seuil de l'excitation. Cette caractéristique de la fibre nerveuse est appelée la loi du tout ou rien. Réponse de la fibre à deux excitations d'intensité et de durée fixe séparées par un temps croissant. Donc on va changer le temps entre les deux stimulations. On doit donc interpréter les résultats, donner une conclusion et expliquer les phénomènes. Quand le temps qui sépare deux excitations successives est inférieur ou égal à 1 milliseconde, la deuxième excitation ne produit aucun potentiel d'action. Quand le temps qui sépare deux excitations successives est supérieur à 1 milliseconde, la deuxième excitation produit un potentiel d'action d'amplitude croissante à T1, T2 et T3. À partir de T4 égale 10 millisecondes, le potentiel d'action enregistré a la même amplitude que le potentiel provoqué par la première excitation. Donc, pour la deuxième question,
Après une excitation, la fibre nerveuse devient inexcitable pendant 1 milliseconde. Ce temps est appelé période réfractaire absolue. Après la période réfractaire absolue, la fibre nerveuse répond avec un potentiel d'action d'amplitude anormale pendant 9 millisecondes. Ce temps est appelé période réfractaire relative. La période réfractaire absolue est due à l'isotonie de sodium de part et d'autre de la membrane cytoplasmique de la fibre nerveuse, provoquée par l'ouverture des canaux Na+ à la première excitation. Alors, propriété en relation avec la conductibilité de la fibre nerveuse, la vitesse de propagation du message nerveux. Pour mesurer la vitesse de conduction, on utilise le montage expérimental suivant, donc, comme vous voyez sur le schéma. On applique une excitation efficace et on enregistre par l'oscilloscope le potentiel d'action qui passe par l'électrode réceptrice R2, puis par l'électrode réceptrice R6, distant de 8 cm. On obtient le résultat suivant. Alors, en comparant les deux enregistrements, on constate un décalage de 2 millisecondes. Ainsi, le potentiel d'action a traversé les 8 cm qui séparent les deux électrodes réceptrices en 2 millisecondes. Donc, la vitesse de conduction de l'axone utilisée est, selon la relation, donc 8 fois 10 puissance moins 2 mètres sur 2 10 puissance moins 3 secondes, ça donne 40 mètres par seconde. La variation de la vitesse de conduction, donc le document suivant représente la valeur de la vitesse de conduction en fonction de certains facteurs. En premier lieu, on va prendre les fibres nerveuses myélinisées de mammifères. Donc, deux diamètres différents, 10 micromètres, 20 micromètres, on a une augmentation de la vitesse de 60 à 100 mètres par seconde. Pour les fibres nerveuses myélinisées du nerf sciatique de la grenouille, même diamètre 10 à 20 micromètres, une vitesse uniquement de 17 à 30 mètres par seconde. L'axon géante amyélinisé de calmar, 1 mm de diamètre, donc on a 33 mètres par seconde. Comment peut-on déduire de l'analyse, que peut-on déduire de l'analyse de ces mesures? Alors, la vitesse de conduction des fibres nerveuses varie selon l'espèce animale, élevée chez les mammifères à sang chaud, faible chez les amphibiens à température interne variable. Le diamètre des fibres, dans le même type, plus le diamètre de la fibre est grand, plus la conduction est rapide. Le type de fibre, les fibres myélinisées sont plus rapides que les fibres amyélinisées. Mode de propagation des messages nerveux. La myéline est une substance isolante. Son absence sur les fibres amyélinisées provoque une conduction continue d'un point à l'autre avoisinant. Sa présence sur les fibres myélinisées provoque une conduction saltatoire d'un neudron vié à l'autre, et donc c'est plus rapide. Donc, comme vous voyez sur le schéma suivant, donc pour la fibre sans myéline, c'est de point en point, mais pour les fibres myélinisées, donc c'est saltatoire d'un nœud à un autre. Point de connexion entre neurones, notion de synapse. Dans le tissu nerveux, il existe des sites de jonction entre les neurones, ce sont les synapses. Comment se transmet le message nerveux d'un neurone à un autre au niveau d'une synapse? Transmission des influx nerveux des fibres sensitives aux fibres motrices. Expérience. Si un circuit de deux neurones N1 et N2 emporte une excitation efficace sur un neurone, on enregistre les potentiels d'action sur l'autre. Résultat, l'excitation de N1 a permis d'enregistrer des potentiels d'action sur le neurone N2. Ils étaient transmis de l'arborescence terminale de N1 au corps cellulaire de N2. L'excitation de N2 n'a donné aucun potentiel d'action sur N1. Les potentiels d'action ne peuvent être transmis du corps cellulaire à l'arborescence terminale. La zone de contact entre deux neurones est appelée synapse. Les synapses sont donc unidirectionnelles. Pourquoi la transmission synaptique est unidirectionnelle? Pour répondre à cette question, on étudie la structure microscopique d'une synapse. Donc, pour la synapse, on a la vésicule synaptique dans la cellule présynaptique. On a un espace synaptique, une membrane postsynaptique,
pour la cellule postsynaptique. Alors, entre les deux neurones, présynaptiques et postsynaptiques, on trouve un espace synaptique qui sépare la membrane présynaptique de la membrane postsynaptique. Le cytoplasme présynaptique porte des vésicules synaptiques contenant des substances appelées médiateurs chimiques. Le cytoplasme postsynaptique ne porte aucune vésicule synaptique. Les cellules postsynaptiques peuvent être nerveuses, musculaires ou glandulaires, suivant la nature de la cellule postsynaptique. On peut différencier entre synapse interneuronique, donc une synapse axodendritique, synapse axosomatique, synapse axo-axonique, ou bien une synapse neuromusculaire, ou bien une synapse neuroglandulaire. Alors, mécanisme de la médiation synaptique. Enregistrement du potentiel d'action postsynaptique. Alors, le montage expérimental suivant permet d'enregistrer l'activité électrique du neurone A lié à deux axones B et C au niveau des synapses 1 et 2. On excite l'axone B, puis l'axone C, puis les deux axones B et C à la fois. On ajoute de manière séparée deux substances qui sont l'acétylcholine et l'acide gamma-aminobutyrique, le GABA, au niveau des synapses 1 et 2 par l'intermédiaire d'une micropipette. Alors, les résultats montrent la chose suivante. Donc, l'injection de l'acétylcholine provoque l'enregistrement d'un potentiel d'action postsynaptique. Les synapses utilisatrices de ce type de neurotransmetteur sont appelées synapses excitatrices. L'injection de l'acide gamma-aminobutyrique, le GABA, provoque l'hyperpolarisation du neurone postsynaptique par ouverture des canaux chlore, donc Cl-, qui diffusent dans le cytoplasme postsynaptique. L'hyperpolarisation inhibe l'excitabilité du neurone postsynaptique. Les synapses utilisatrices de ce type de neurones transmetteurs sont appelées synapses inhibitrices. Mode d'action de la synapse à médiation chimique, quel que soit le type de synapse, excitatrice ou inhibitrice, et fonctionne de la même façon, les mêmes étapes. Quand le potentiel d'action présynaptique atteint la membrane présynaptique, il provoque l'ouverture des canaux de calcium de la membrane présynaptique, diffusion des ions calcium dans le cytoplasme présynaptique. Les ions calcium permettent aux vésicules synaptiques de se fixer à des protéines de la membrane présynaptique, exocytose du médiateur chimique ou neurotransmetteur dans l'espace synaptique, fixation du neurotransmetteur à des récepteurs spécifiques sur la membrane postsynaptique, ouverture des canaux sodium de la membrane postsynaptique, diffusion du sodium dans le neurone postsynaptique, naissance du potentiel d'action postsynaptique qui se prolonge le long de neurones postsynaptiques. Ainsi, la transmission synaptique est unidirectionnelle. Les vésicules synaptiques ne se trouvent que dans le cytoplasme présynaptique. Les récepteurs du neurotransmetteur ne se trouvent que sur la membrane postsynaptique. Pour arrêter la transmission synaptique, le neurone postsynaptique libère des enzymes spécifiques qui dégradent le neurotransmetteur. Le résultat de la dégradation est réabsorbé par le neurone présynaptique et réutilisé dans la synthèse d'un nouveau neurotransmetteur. Pour terminer, quelques principaux neuromédiateurs. Alors, selon différentes techniques, on peut voir donc l'acétylcholine excitatrice, elle assure la motricité et la mémoire. Donc, les déficits peuvent donner l'Alzheimer. La sérotonine, c'est un inhibiteur. Fonction, l'homéostasie, le sommeil. Donc, il peut causer, comme déficit peut causer la dépression. Le GABA, inhibiteur, fonction motrice et émotionnelle. Le déficit, la chorée d'Huntington, c'est une sorte de folie. Alors, l'adrénaline, excitateur ou inhibiteur, donc régulation de l'humeur. Le déficit cause des troubles maniaco-dépressifs. La dopamine, inhibiteur pour la motricité et la récompense. Donc, le déficit peut causer le Parkinson et la schizophrénie. Le glutamate, excitateur, mémoire et l'apprentissage. Donc, également, le déficit peut causer l'Alzheimer ou l'autisme. Donc, j'espère bien que vous avez bien assimilé cette partie-là, cette communication nerveuse. Bonne chance pour votre examen.